Salut, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'utilité des 3 macronutriments. Glucides, lipides, protéines. Parce qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de régimes extrêmes qui sont en place, que ça soit du côté végétarisme, véganisme, que ça soit du côté cétogène, carnivorisme. Et le point commun entre ces régimes-là, c'est l'exclusion au moins d'un macronutriment. Ok. Par exemple, les pro-plant-based, véganisme, végétarisme, ça va être la protéine animale, mais du coup aussi la graisse animale en fait. Donc là, c'est vraiment le pire, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec essentiellement, voire que des glucides et avec des graisses et des protéines qui vont venir de sources d'aliments qui sont plus ou moins toxiques, plus ou moins indigestes, plus ou moins pro-inflammatoires, plus ou moins assimilables. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on a les régimes pro-keto, pro-carni, où là, le glucose est l'ennemi, en fait, et on va se concentrer uniquement, principalement sur les protéines et les graisses. Et le sujet de cette vidéo, justement, c'est de montrer à quel point la nature est bien faite, les choses sont bien faites, et que on n'a pas à réinventer la roue, à réinventer la vie, la nature, et qu'on a besoin autant des glucides que des lipides et des protéines. Elles ont des fonctions, des rôles, des utilités différentes, ces macronutriments. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. D'accord ? Donc on va commencer d'abord par les graisses, puis ensuite je vais parler des protéines, pour terminer avec les glucides. Donc pour commencer avec les graisses, elles sont absolument vitales, comme le reste, mais voilà, elles apportent de l'énergie et elles ont des rôles fonctionnels et structurels vraiment importants. Et leurs bénéfices sont principalement dus aux acides gras particuliers, précieux qu'elles emportent avec elles, puis le cholestérol et les vitamines liposolubles. Les graisses, les acides gras, c'est les principaux constituants des membranes cellulaires. Déjà depuis le développement du fœtus jusqu'au renouvellement, en fait, chaque seconde, chaque jour, de millions de cellules. Rien qu'avec ça, on a compris qu'il faut manger des graisses. Elles sont hydrophobes et c'est ce qui leur permet, à travers le cholestérol, en fait, de soutenir la structure des cellules, autant d'un point de vue, on va dire, intracellulaire, d'accord, que extracellulaire. Donc les graisses, les lipides, elles sont juste essentielles à notre vie, en fait. Elles sont des précurseurs, des transporteurs de nombreuses substances absolument fondamentales, cruciales pour nous, comme les hormones stéroïdiennes, d'accord, ou les vitamines liposolubles A, D, E, K, choline. Elles vont réguler la faim, les graisses, la satiété, l'équilibre hormonal. Elles participent aussi à la santé de la paroi intestinale et donc directement à la santé du système digestif et au microbiote, à la flore intestinale. Elles participent aussi à la lubrification du bol alimentaire. D'accord ? Et même au-delà de ça, si elles ont c'est une partie des rôles que je décris, il y en a beaucoup plus, mais si elles ont en partie ce rôle-là, elles participent donc à plusieurs fonctions hormonales, cellulaires. En fait, le gras, c'est aussi de l'énergie qui agit comme un diesel, d'accord, en rendant son énergie disponible toute la journée. Donc, pour tout ce qui est fringale, chute d'énergie, on va dire une insuline qui est relativement stable, les graisses, c'est top parce qu'en fait, quand on est en mode repos, en mode vie de tous les jours, avec un bon apport en graisse, ça nous permet en fait d'avoir de l'énergie disponible toute la journée et de pas d'avoir des chutes d'énergie ou ou si on a une alimentation qui est hyperglycédique, d'avoir des boosts d'énergie, puis directement après, une fois que l'insuline a terminé d'être sécrétée, de redescendre en fait. Donc voilà, les graisses, elles ont aussi ce rôle-là énergétique et on va le voir après avec le glucose. Finalement, c'est la deuxième source d'énergie primaire, d'accord, du corps qui existe pour notre vie du quotidien. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le régime cétogène pour perdre du poids et qui ont une bonne satiété, d'accord, un bon niveau d'énergie tout au long de la journée globalement, même s'il y a d'autres problématiques qui viennent avec ce régime, pauvre en glucides, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo.
On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'était juste pour ajouter ça. On a aussi nos organes qui sont entourés de graisses saturées pour leur protection, pour leur alimentation, d'accord? C'est une vraie nourriture pour les organes et d'autant plus pour notre cœur, d'accord? Mais même notre cerveau. Quand il y a un stress, le corps, il va pouvoir puiser dans les graisses saturées qui l'enveloppent en fonction de ses besoins pour parvenir, pour soutenir son fonctionnement. Ok. Il y a aussi notre système nerveux qui adore les graisses, d'accord. Donc sans graisse, nos neurotransmetteurs ils pourraient même pas, en gros, travailler, ils pourraient pas transmettre. Donc ça, c'est des choses qui s'ajoutent à tout ce que je viens de dire avant. On sait aussi que le cholestérol, donc il y a 25% de cholestérol du corps qui se trouve dans le cerveau, ce qui est quand même impressionnant, ça veut dire un quart, qui lui est le cerveau composé, je sais plus, je crois que c'est à plus de 60% de graisse saturée. D'accord? On sait aussi que les cellules gliales du cerveau, elles jouent un rôle essentiel dans la fonction cognitive en fournissant justement du cholestérol pour permettre aux synapses de se former et de fonctionner. Et sans cette substance-là, sans le cholestérol, le cerveau, en gros, il serait quasiment inutile parce qu'il pourrait pas fonctionner. Les cellules gliales, si je me souviens bien, c'est des cellules qui sont spécialisées et qui ont comme fonction d'entourer, de soutenir, d'isoler les cellules nerveuses, donc en gros les neurones du système nerveux central, y compris le cerveau et la moelle épinière. D'accord? Donc ça c'est juste pour donner l'info sur les cellules gliales. Et donc pour revenir sur le cholestérol, qui sont donc du coup issus des graisses qu'on mange, d'accord, des graisses saturées, un faible taux de cholestérol, ça signifie aussi de faible niveau de sérotonine, ce qui signifie un encouragement vers un état dépressif. La sérotonine, c'est une hormone qui agit dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, de la perception de la douleur, de la température du corps, de la libido, de l'état de vigilance. Et on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. Voilà. Donc elle a un rôle à jouer dans notre état de bien-être, en plus, au-delà des fonctions sous-jacentes de cette grande fonction. Ok. Donc voilà, le cholestérol, il est essentiel aux récepteurs cérébraux, d'accord, de la sérotonine. Et dans la même idée, avec des études sérieuses, cliniques, on a pu observer que les régimes pauvres en graisse augmentaient la colère, la dépression, l'anxiété. Ok, donc ça va avec ce que je vous ai dit sur la sérotonine, etc. Donc le cholestérol, il est à la base de tellement de choses dans notre organisme, c'est juste dingue en fait. On a besoin de cholestérol, mais de fou quoi. Donc le corps humain, son cerveau, ont besoin de graisse saturée et de cholestérol. Mais, on le verra après, il y a les neurones, par contre, eux qui sont glucodépendants et qui ont besoin de glucose absolument pour fonctionner et pour vivre. D'accord? Donc c'est pas tout noir, tout blanc. Les graisses, on en a besoin pour plein de choses, mais c'est pas parce qu'il y a des zones du corps qui ont besoin absolument de graisse que ces mêmes zones-là n'ont pas besoin de glucose et qu'elles ont besoin que de graisse. Et c'est là où le raisonnement linéaire des pro-keto, des pro-carni ou du régime véganisme, du véganisme et du végétarisme se perdent en fait. Et ce qui est un biais psychologique humain, le raisonnement linéaire. Ensuite, on a donc les vitamines liposolubles, A, D, E, K2, même la choline, qui sont essentielles à la santé humaine, qu'on trouve uniquement dans les graisses saturées, d'accord? Parce que pour être transporté et absorbé, ça se passe avec les graisses saturées, d'accord? Et ces protéines-là sont en fait directement liées aux produits animaux, puisque c'est que dans les produits animaux qu'on trouve les graisses saturées. Et on a une catégorie aussi à part de sources de graisses qui sont les produits laitiers à base de lait cru, qui vont en plus fournir d'autres substances très bénéfiques, encore plus si les animaux sont nourris à l'herbe, ou oui, si elles sont nourries à l'herbe. Donc on a l'acide linoléique conjugué, ALC, l'acide butyrique, le facteur Wulzen, on a même des folates, d'accord, qui sont vraiment bien à part. Et donc dans les vrais produits laitiers, au lait cru, on a aussi de vrais probiotiques naturels à l'intérieur. Donc je vous invite à aller écouter les épisodes que j'ai fait au sujet des produits laitiers au lait cru, si vous voulez rentrer
plus en détail parce que là, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc voilà, on peut pas pleinement jouir de notre vie, de notre potentiel, de notre santé sans graisse, sans les bonnes graisses qui sont essentiellement à 95% dans les produits animaux. Là, on a les graisses saturées, monoinsaturées, d'accord? Au risque, en fait, tout simplement d'encourager de sérieuses maladies, pathologies inflammatoires, des perturbations du système digestif, et du coup aussi hormonal, immunitaire, et du coup plein d'autres problèmes en cascade, évidemment. Donc clairement, avec trop peu de graisse, ou sans graisse, encore pire, peu de graisse ou sans graisse, c'est arrangé dans sans graisse en fait, ça fait les mêmes problématiques. Donc voilà pour les graisses, on pourrait dire vraiment, il y a plein de choses à dire. On pourrait faire un épisode uniquement sur les graisses, mais j'en ai déjà fait quelques-uns ciblés sur les graisses. Je pense que c'est suffisant aujourd'hui pour comprendre la nécessité, le besoin absolu de se fournir en graisse quotidiennement, et de graisse a fortiori saturée, monoinsaturée plutôt que polyinsaturée. Et si vous voulez plus d'infos au sujet des graisses, n'hésitez pas, comme pour les produits ou les crus, à aller voir les différents épisodes que j'ai fait à ce sujet. Il y en a plusieurs, et ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Ok. Donc on passe aux protéines maintenant. Les protéines, comme les graisses, elles ont des rôles fonctionnels et structurels. Par contre, elles n'ont pas de rôle énergétique. La particularité des protéines, c'est que par contre, elles sont vraiment à l'origine de la vie. Elles constituent nos cellules. Chaque jour, vous savez, il y a des cellules qui meurent, il y en a d'autres qui naissent. Okay. Et notre corps, du coup, il a besoin de protéines pour ça, justement, pour cette régénération cellulaire. Et si on n'en obtient pas assez par l'alimentation, forcément, notre corps, lui, il va devoir en chercher et il va commencer à décomposer, du coup, nos tissus musculaires et d'autres tissus pour en obtenir, en fait, tout simplement pour ses besoins structurels, fonctionnels. Et donc, ça va conduire à une faiblesse générale, à une fonte musculaire, etc. Et donc, pour revenir au cétogène, c'est pas que j'aime taper le bâton dessus, mais c'est un très bon exemple et c'est un régime qui peut être très dangereux. Avec un régime cétogène, ou pas forcément accès cétogène, mais où on a un apport en protéines qui est faible, pour le régime cétogène qui est de 20%, c'est largement insuffisant et c'est en inadéquation avec nos besoins. Encore plus lorsque la sarcopénie est en marche, et qu'on a un niveau d'activité physique important au quotidien. Et plus on avance dans l'âge, plus notre besoin en protéines animales, les vraies protéines, est important et devrait en fait être conséquent sans pour autant tomber dans le carnivorisme. Mais c'est juste que 20% de protéines sur un apport journalier quotidien, ça ne suffit pas en fait. Notamment et encore plus dans le cadre du cétogène en fait, où là on ne va même pas soutenir suffisamment la néoglucogénèse pour apporter du glucose au corps. D'accord ? Donc il y a beaucoup de personnes au-delà du régime cétogène qui craignent de consommer trop de protéines et du coup qui en consomment trop peu. Des vraies protéines, les protéines animales, parce qu'elles sont décriées, etc. Pareil, j'en ai déjà parlé beaucoup dans des épisodes. Allez voir. Mais ça reste une problématique. La sous-consommation de protéines. D'accord ? Puis au-delà de ça, il y a la fonction immunitaire qui va aussi diminuer si on mange pas assez de protéines, parce que les protéines sont nécessaires pour produire des anticorps, pour le fonctionnement des anticorps. Donc, on a aussi besoin de protéines pour fabriquer les enzymes, d'accord, qui sont en fait des protéines, qui vont être à l'origine des réactions organiques et métaboliques. Digestion et tout ce qui est anabolisme et catabolisme des nutriments, des molécules, ça veut dire en gros synthèse, production et dégradation, d'accord, utilisation. On a aussi besoin des protéines pour transporter l'oxygène vers les tissus, ce qui fait que un faible apport en protéines, ça peut justement causer de la léthargie, par cette difficulté à transporter l'oxygène jusqu'aux cellules. D'accord. Aussi, peut-être un peu moins sexy, peut-être un peu moins utile, mais pourtant très important, c'est associé à la perte de cheveux, aux ongles cassants, aux pieds et aux mains froids. Voilà. Bon, ça peut être à prendre un peu avec des pincettes parce que c'est souvent multifactoriel, mais c'est ce qui ressort quand même assez généralement. Voilà, vous avez quand même principalement l'importance des protéines. Et puis la protéine, elle est très utile dans la régulation de l'appétit parce qu'elle va augmenter la sensibilité de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Elle va aussi demander un coût énergétique au corps pour être digérée et assimilée. Et elle va augmenter la thermogénèse. D'accord, la thermogénèse, c'est quand le corps augmente de température pendant la digestion justement.
Donc du coup, tout ça, c'est très favorable à notre métabolisme, à notre composition corporelle. Ok. Au-delà de ça, les protéines qui vont être ingérées, qui vont pas être utilisées par le corps, parce qu'en fait, on a un pool d'acides aminés, de protéines, qui une fois atteint, ne peut plus être utilisé. Et donc du coup, l'excès des protéines va être transformé en énergie glucidique par le foie via la néoglucogénèse. Ok. Donc il n'y a pas de secret pour les vraies sources de protéines, c'est les produits animaux. Ok. J'en ai déjà parlé, allez voir mes épisodes à ce niveau-là. Les produits animaux, donc qui contiennent ces protéines-là, donc il y a toutes les acides aminés dont on a besoin, mais aussi des dérivés d'acides aminés qu'on ne trouve que dans les produits animaux, carnitine, carnésine, taurine. On a aussi du fer, du zinc, etc. Et contrairement aux plantes qui ont une biodisponibilité, une densité faible pour les protéines, en plus d'un niveau de toxicité souvent bien présent, les produits animaux, en fait, ont la meilleure des densités nutritionnelles et de la biodisponibilité concernant les protéines et tous les acides aminés et les dérivés d'acides aminés, mais aussi les micronutriments qui vont avec. Les protéines végétales, en plus, elles sont très souvent incomplètes, donc au niveau des acides aminés, toxiques, indigestes, pro-inflammatoires. D'accord? Donc, c'est pas des sources de protéines, les produits végétaux, c'est des sources de glucides avant tout, même si on trouve la molécule de la protéine dedans. Donc, je vais pas m'étaler, mais en plus, elles apportent zéro graisse. Les produits végétaux apportent zéro graisse, contrairement aux produits animaux qui, eux, vont apporter des graisses de haute valeur ajoutée, de haute qualité, riches en vitamines et en minéraux qui vont avoir un impact positif sur l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Ok. Et puis, pour en venir aux glucides, derrière, on va trouver avec les fruits, le miel, les légumes très faiblement toxiques, qui vont être là pour nous fournir justement les glucides et certains minéraux dont on a besoin en plus ou moins grande quantité. En tout cas pour les glucides, en fonction de la saison, de l'amplitude de notre journée, de notre exposition du coup à la lumière, à la chaleur, au soleil et puis au stress et à notre niveau d'activité physique journalier. Ok. Donc on en vient aux glucides. Donc le dernier des macronutriments. Autant il y en a qui vont avoir une alimentation qui est hyper glucidique, et en plus en mangeant des glucides qui proviennent de sources raffinées, ultra raffinées, qui sont mélangées dans des aliments plus ou moins transformés ou ultra transformés avec d'autres éléments qui vont nuire au métabolisme. Je pense aux huiles végétales hydrogénées, aux huiles végétales, même de manière générale, raffinées, qui ont un caractère toxique, pro-inflammatoire, qui vont perturber notre métabolisme et qui vont, eux, combiner à une alimentation hyperglucidique, favoriser justement la résistance à l'insuline, le diabète, des problèmes autour de la thyroïde, des problèmes hormonaux, et du coup, du système aussi, digestif, immunitaire, etc. D'accord? Donc c'est une des problématiques. Et à côté de ça, on va avoir au contraire ceux qui diabolisent les glucides et comme les adeptes du carnivorisme, du cétogénisme, et qui vont en manger pas assez en fait, mais vraiment pas assez. Ok. Et qui bien souvent, ces personnes-là viennent en fait d'un monde soit pro-plant-based, donc ils ont mangé énormément de glucides. Ils ont une alimentation très très toxique, très pro-inflammatoire. Ils ont eu plein de problèmes. Donc, le glucose qui est dans les aliments végétaux qui est devenu du coup leur l'aliment à exclure de l'alimentation. Forcément, ils excluent le glucose et ils mettent dans le même panier glucose et les aliments végétaux qui leur ont posé des problèmes dans leur ancienne alimentation. Ok. Donc, les glucides, ils doivent pas être diabolisés ou exaltés, quoique, mais surtout compris, réhabilités à leur juste place. Le glucose, d'accord, qui est la dégradation des glucides alimentaires, c'est une source d'énergie primaire avec les lipides, mais c'est surtout la source énergique favorite du corps. C'est la numéro uno. C'est la préférée du corps. Quand on se penche sur la physiologie de notre métabolisme, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas à chipoter. Les glucides, ils sont absolument nécessaires à un fonctionnement optimal de l'organisme, comme les graisses, comme les protéines, et leur utilité, elle va être plus ou moins importante, prononcée,
en fonction du contexte, en fonction des objectifs, en fonction de la saison. Mais quoi qu'il arrive, les glucides sont essentiels. C'est juste qu'il faut les manger dans les bons aliments et en bonne quantité. D'accord? Donc les bons aliments, les bonnes sources de glucides, et savoir écouter son corps et les utiliser à bon escient en fonction de notre contexte. D'accord? Dans un contexte de vie moderne, en fait. Souvent, on entend dire que, d'un point de vue évolutif, justement, en parlant de contexte, que les glucides, ils ont été disponibles périodiquement durant l'année, au rythme des saisons, et qui servaient principalement à stocker du gras pour l'hiver et à favoriser l'accouplement, on va dire, du printemps à la fin de l'été. Et ce qui est vrai, en partie, mais qu'à moitié. Pourquoi? Je m'explique. Quand on a ce discours-là, que j'ai eu pendant quelques temps, malgré la conscience que j'avais de la chose, et je vais y venir, quand on fait parce qu'on fait référence à qui, à quoi quand on parle d'avant ou du point de vue évolutif. C'est tellement vaste. Pour lesquels de nos ancêtres? Ceux qui vivaient en Europe, nos plus proches ancêtres, et les autres. Parce que si on parle de nos plus proches ancêtres européens, dans ce cas-là, ça représente juste une toute petite, la plus petite partie de notre histoire évolutive. Et c'est en plus aussi quelque part une partie justement de nos aïeux, donc les plus lointains de nos plus proches ancêtres européens, qui eux étaient à l'origine des Africains qui sont arrivés en Europe en premier par la Grèce depuis l'Égypte. D'accord? Parce que les anciens Égyptiens, c'est des Africains. Et c'est eux qui ont donc transporté avec eux en Europe leur héritage métabolique et digestif issu des tropiques. Ouais? Est-ce que ça vous semble cohérent? Et comme on vient d'Afrique à l'origine, et que ça se compte en millions d'années, et que notre arrivée en Europe depuis l'Afrique, puis plus tard avec nos ancêtres issus du Caucase, ça remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années, et en plus à une période climatique différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, donc avec une réalité climatique et une faune autre qu'aujourd'hui, ça, tout d'un coup, ça prend un autre sens. Cette hypothèse de disponibilité très ponctuelle des glucides et que comme quoi le glucose, le fructose serait nocif pour nous, je dis ça pour les prokétos, les procarnies, ça paraît plus que bancal. Et même s'il y a du juste qui est par rapport à notre vie occidentale moderne, dans le métabolisme estival des glucides et du rapport à la période d'activité et de reproduction, c'est pas le cas dans le caractère justement évolutif et ancestral. D'accord? Si on devait prendre une fresque avec où est-ce qu'on a vécu et notre réalité métabolique par rapport à notre réalité géographique et de vie, le glucose a toujours fait partie de notre vie et toute l'année essentiellement. Ok? C'est relativement récent que l'homme vit dans des endroits du monde très tempérés avec du froid, de la pluie, peu de soleil et avec le dernier changement climatique, le dernier refroidissement, d'accord, qui a été combiné justement à l'avènement de l'agriculture, plus ou moins, qu'on s'est mis à adopter justement une alimentation différente avec une réalité, on va dire, écologique différente. Et donc, au-delà de nos déplacements près des hémisphères, des changements climatiques et de la disponibilité de la nourriture, on a vécu beaucoup plus longtemps autour des tropiques que près des hémisphères. Je saurais même pas comment quantifier ça, quoi. Donc, on a baigné la plupart de notre vie dans le soleil, dans des zones où la faune était abondante, avec beaucoup d'animaux, de végétation, de fruits, de miel, avec vraiment un paradis en termes de cadre de vie et de nourriture. Ok. Donc, les fruits étaient disponibles toute l'année, certes avec des roulements en fonction des espèces de fruits, d'accord, mais toujours disponibles quand même, là, en fait. On avait toujours, la plupart de notre histoire évolutive, du glucose, des fruits disponibles, des baies, du miel, etc. D'accord? Donc le miel, entre parenthèses, qui fait partie des sources de glucides préférées ancestrales, avec les fruits, d'accord, recherchés par nos ancêtres comme source de sucre. On en a d'ailleurs des preuves vivantes avec tous les peuples non civilisés, les groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent autour des tropiques, d'accord.
et qui en font un mets de choix quand c'est disponible et qui n'ont aucun problème métabolique. Ils se goinfrent de sucre quand ils en cueillent, quand ils en récoltent, que ça soit miel, fruits, baies, etc. Et ils mangent des produits animaux en abondance, bourrés de protéines et de graisses, et ils ont aucun diabète, aucun problème de santé moderne que nous on peut connaître et qu'on veut mettre sur le dos, soit un coup sur le dos des glucides, soit un coup sur le dos des protéines, soit un coup sur le dos des graisses. D'accord? Donc quand je parle des protéines et des graisses, je parle des produits animaux. Ok? Donc ce qu'il faut se dire, pour revenir à cette histoire de glucides et de lieux où on vit, etc., de réalité, c'est que quand il y a du soleil, il y a du sucre, il y a des fruits, il y a du miel, mais il y a l'homme aussi. On a toujours été là où il y avait du soleil, puisque c'est là où il y avait en fait la vie, la nourriture. Ok, sur Terre. On a toujours vécu près du soleil. On est des êtres de lumière, largement dépendants et reliés au soleil. D'accord? Plein de niveaux. Et donc, on est dépendant de l'énergie du soleil et de la nourriture et du bien-être qu'il nous offre, de son cadre de vie. Et c'est que quand l'homme a commencé à se sédentariser, loin de son foyer originel, donc hors d'Afrique, puis à s'immobiliser, qu'il est en fait devenu esclave, pour le dire comme ça, une fois qu'il s'est mobilisé, de sa nouvelle géographie et du coup de sa nouvelle réalité. Et même si au début il s'est implanté dans des zones qui avaient probablement, ou même oui, qui avaient la même typologie au niveau de la réalité, voilà, le soleil, l'eau, la végétation, les animaux en abondance, etc. Les changements climatiques, la continuité dans la conquête de nouveaux territoires, dans l'exploration de nouveaux territoires, l'évolution sociale et démographique, ça a fait qu'en fait, on en est arrivé petit à petit aujourd'hui à vivre dans certains endroits du monde qui ne sont vraiment pas prévus en fait initialement pour une vie humaine et encore plus pour une vie, on va dire, épanouissante avec autant de froid et de pluie et si peu de soleil. Même si évidemment, on est une formidable créature d'adaptation, néanmoins, c'est pas dans ces endroits-là qu'on s'épanouit le plus possible d'un point de vue en fait, on va dire bien-être et métabolique. D'accord, avec une faune moderne qui est vraiment typique des climats nordiques, voilà, qui est pas des plus épanouissantes pour l'homme, il faut le dire. Donc et c'est ça, ça impacte, ça fausse quelque part du coup le rapport à la nourriture, en l'occurrence au glucose et les besoins physiologiques primaires, notamment en rapport du coup avec les glucides, dont les adeptes du cétogène et du carnivore n'ont pas conscience ou cherchent à éviter dans leur raisonnement et leur recherche, qui est peut-être trop téléguidé justement par les voix et les messages qu'ils écoutent, qu'ils suivent, venant d'autorités, de personnes largement en fait influencées par leurs croyances, par leurs idées, par leurs dogmes. Donc, alors que quand on étudie la physiologie, le métabolisme, on comprend clairement que les glucides, que le glucose, il est juste central, névralgique dans notre métabolisme énergétique, et que ça va même au-delà. Les glucides ont des rôles fonctionnels super importants. Les globules rouges ne peuvent pas fonctionner sans glucose, ils fonctionnent qu'avec du glucose. Les neurones du cerveau, ils meurent sans glucose, et le cerveau ne peut pas en plus les réparer ou les reconstruire. Donc, un neurone endommagé ou un neurone perdu, c'est en moins, d'accord? Et c'est comme ça. Notre cœur, il a aussi besoin de glucose. C'est aussi le glucose qui va permettre au corps de fournir des efforts plus ou moins intenses et répétés, de faire redescendre le système nerveux sympathique suite à un effort, mais aussi d'aider à baisser du coup, c'est en lien avec ça le niveau de stress, à récupérer nerveusement et physiologiquement en rechargeant les réserves de glucose qui sont en fait les réserves quelque part qu'on pourrait appeler de l'effort. Il aide aussi à l'endormissement, d'accord? Il apaise le système, le glucose. Et dans le lait maternel, les sucres constituent au minimum la moitié en fait des apports macronutritionnels et représentent bien souvent, en fonction de l'évolution du lait maternel, la plus grosse part même des 3 macronutriments. Donc, la nature, est-ce qu'elle aurait fait autant, aussi à ce point en fait aussi mal les choses? Je crois pas. Donc c'est aussi pas pour rien que la néoglucogénèse existe. C'est ce mécanisme en fait qui permet au corps de fabriquer de façon endogène du glucose, donc c'est-à-dire sans passer par les glucides alimentaires qui sont une source extérieure qu'on dit exogène. Donc ce mécanisme-là se met en route quand les réserves de glucose sont vides ou qu'elles sont déjà bien entamées, d'accord?
Le corps n'attend pas qu'elle soit complètement vide pour commencer à anticiper. S'il n'y a pas de glucides alimentaires, il a déjà commencé à enrayer la machine pour continuer de fournir du glucose de façon constante, justement au tissu glucodépendant. D'accord? Donc, voilà, c'est à partir de lui, du glucose, même que la cétogénèse se fait d'ailleurs. C'est à partir de là que la cétogénèse va se mettre en place. C'est pas l'inverse. C'est pas d'abord la cétogénèse, puis derrière la néoglucogénèse. Et même pour aller plus loin, on peut carrément dire que c'est le besoin et la disponibilité en glucose dans le corps qui régit tous les autres mécanismes métaboliques. Cétogénèse donc, mais aussi l'hypogénèse, stockage en fait des graisses et des sucres dans le tissu adipeux, mais l'hypogénolyse, libération des acides gras dans le sang, glycogénèse, c'est-à-dire stockage dans les réserves de sucre des glucides ou du glucose en excès, d'accord? Et la glycogénolyse qui est le fait du coup de libérer ce stock de sucre qu'on a stocké dans les zones de glycogène, foie et muscles. Avec les hormones hypo-hyperglycémiantes, insuline, glucagon, qui vont réguler le métabolisme et les mécanismes de synthèse et de catabolisme énergétique en fonction du glucose, c'est-à-dire de sa disponibilité, sa présence dans le sang, dans les stocks, et en fonction des besoins du corps, tissu glucodépendant et effort, activité, niveau d'activité. Ok? Donc, en fait, tout tourne autour, quelque part, du coup, des glucides, du glucose. Ça montre l'importance et la place, le rôle névralgique dans notre physiologie et dans notre métabolisme. Autant d'un point de vue du coup énergétique, ce qui est, on va dire, la partie la plus importante des glucides, mais aussi fonctionnel, comme on l'a vu pour les tissus glucodépendants, globules rouges, neurones, myocarde, et même le métabolisme osseux, etc. Ok? Voilà, on arrive au bout de cet épisode, je pense assez complet, sur ce tour d'horizon des macronutriments, pour nous permettre de comprendre à quel point ils sont nécessaires, ils sont utiles, et que supprimer de façon chronique et ou trop longtemps l'un de ces macronutriments va poser problème de façon plus ou moins importante à un moment donné.